Bonsoir. Aujourd'hui, 5 octobre 2020, deux journées célébrées à l'échelle internationale. D'abord, l'habitat avec au Bénin, la 35e édition de cette célébration marquée à l'école polytechnique de l'université d'Abomey-Calavi par des journées portes ouvertes. Puis l'enseignant, l'homme dont la main et la science façonnent l'humanité et construit l'homme de demain. C'est un enseignant, Pierre Onkandi, qui nous aidera à rendre hommage à ces braves gens sans qui il ne peut y avoir de la lumière de l'esprit. Trois nouveaux tribunaux de première instance garnissent le paysage judiciaire béninois depuis mercredi dernier, en tout cas sur papier. Canal 3 Bénin est allé voir le ministre de la Justice pour mieux comprendre la philosophie derrière cette extension de la couverture nationale en termes de tribunaux. Maître Séverin Kenom a parlé de modernisation du système judiciaire. Vous allez le suivre. Vers la fin de ce journal, nous irons à Tanguieta pour partager les peines des paysans de la localité de Kouroukoualou éprouvés par les inondations. Le fleuve Pandjari s'est taillé de nouvelles limites à son cours qui ont pris en compte de vastes étendues de culture. Des autorités politico-administratives y ont fait un tour. Bonsoir encore une fois, bienvenue aux nouvelles du Bénin. Commençons ce journal par les célébrations. Aujourd'hui, c'est le 5 octobre, date arrêtée par les Nations Unies pour une double célébration. D'abord, l'habitat, puis l'enseignant. Parlons de l'habitat. Le Bénin a marqué l'occasion à travers l'université d'Abomey-Calavi qui a initié pour la 5e édition des journées portes ouvertes à l'école polytechnique. L'initiative a été lancée ce matin même pour mieux découvrir au public l'intérêt et les éléments de notre habitat dans sa diversité et ses valeurs. Voici le reportage de Teddy Goudalo présenté ici par le Rick Gaba. Un logement pour tous, amélioration de l'environnement urbain. C'est la thématique qui mobilise les attentions autour de la célébration de cette 35e journée mondiale de l'habitat. Le top des différentes manifestations est donné ici même à l'école polytechnique de l'université d'Abomey-Calavi à travers des journées portes ouvertes. Les enseignants, chercheurs du domaine de l'habitat de notre école polytechnique ont effectué de nombreux travaux de recherche dont les résultats ne sont pas encore connus de la communauté des réalisateurs et acteurs des matériaux locaux de construction. Nous, comme chercheurs enseignants, nous avons un rôle déterminant à jouer. Mais l'autre volet qu'il faut prendre en compte, c'est celui de l'exploitation de ces ressources-là. Et de ce point de vue, on a besoin de l'accompagnement de nos autorités. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. On a beau produire de bons résultats, il faut se connecter aux institutions, aux acteurs capables de rendre ces résultats, de les monnayer en termes d'amélioration de la vie des citoyens et des citoyens. La célébration va permettre de mettre sur orbite les résultats issus des recherches scientifiques à travers des expositions de matériaux de construction façonnés avec des déchets agricoles, des documents de thèse, de doctorat et bien d'autres inventions technologiques. Aujourd'hui, les panneaux d'isolation que nous utilisons sont pour la plupart importés et à coût cher. Alors que nous avons ces déchets-là qui sont dans nos champs et qui constituent des problèmes pour nous que nous brûlons même parfois. Il suffit de mettre en place les dispositions pour mieux l'implanter à grande échelle et nous pourrons faire des constructions beaucoup moins chères que ce que nous faisons aujourd'hui. Nous pouvons éviter d'importer des comptes plaqués et donc le produire sur le terrain en valorisant nos déchets agricoles. L'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin a ouvert également ses portes. Et pendant tout le mois, à partir d'aujourd'hui, il y a des consultations qui seront données gracieusement à toute la population. En autorisant ces journées portes ouvertes, le gouvernement du Bénin entend mettre un accent particulier sur la vulgarisation et la promotion des résultats scientifiques liés à l'habitat. Des fondamentaux que les autorités considèrent essentiels dans la chaîne des actions de développement. Pour régler le problème du logement à grande échelle, nous devons sortir des solutions importées pour nous recentrer sur nous-mêmes. Voilà pourquoi cette année, nous avons, avec l'université, surtout l'EPAC, fait cette porte ouverte sur nos recherches en matière de matériaux de construction, en matière de recherche sur le confort thermique, sur le confort, sur l'acoustique et sur plein d'autres champs, vous l'avez vu. Au cours donc de cette journée, vous aurez à découvrir les fruits des recherches dans les thématiques
comme les matériaux locaux de construction, l'énergie et l'environnement, la lutte contre la COVID-19. Des tuiles en micro-béton contenant des broyats de verre. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce genre de technologie, c'est le moment de venir découvrir et d'apprendre. Au thème de cette journée portes ouvertes, promoteurs et constructeurs pourront se faire une idée précise des conclusions des différentes recherches et recommander leurs utilisations dans des projets du programme d'action du gouvernement. Les autorités ministérielles comptent donc sur l'implication totale des acteurs à cet effet. Voilà pour les valeurs scientifiques locales. Parlons maintenant de la journée consacrée à l'enseignant. Le Bénin n'a pas eu beaucoup de temps aujourd'hui pour lui, mais se promet de se rattraper incessamment. Mais en attendant, direction Boycon, pour aller prendre l'avis du directeur départemental du Zoom au sujet de cette journée. Pierre Onkandi reconnaît la galère des enseignants, mais aussi la conscience qu'en ont les autorités politico-administratives et les démarches qu'elles mènent pour améliorer leurs conditions. Seulement, il faut qu'il, l'enseignant, y mette aussi du sien. Suivant le directeur départemental, il est au micro d'Imet Hélène Amousso. Vous le savez, chaque 5 octobre, l'enseignant est célébré, l'enseignant est valorisé. C'est vrai que de par le monde, les enseignants éprouvent des difficultés et les autorités en sont conscientes et se battent pour que leurs conditions soient améliorées. Donc, en ma qualité de directeur départemental, je souhaite une très bonne fête aux enseignants et je leur demande de se valoriser, que l'enseignant se valorise lui-même. Parce qu'il n'y a pas ce salaire qu'on puisse payer à l'enseignant et qu'il puisse compenser tous les efforts, tous les sacrifices que l'enseignant fait dans sa classe. Donc, l'enseignant lui-même, il faut qu'il se valorise et qu'il essaie, n'est-ce pas, d'être utile à sa société. Le thème de la journée, c'est enseignant en temps de crise, façonneur de l'avenir. Donc ça, c'est le thème international. Et ce faisant, la nature lui sera reconnaissante et il aura fait œuvre utile dans la cité. Je demande aux enseignants, n'est-ce pas, véritablement d'être des leaders dans leur milieu pour qu'ils puissent continuer leurs œuvres, n'est-ce pas, d'éducation, qu'ils façonnent l'enfant pour qu'il soit un adulte responsable demain. Nous restons dans le monde éducatif pour parler de l'inauguration de salles de classe à Diawéré et à Dangbo dans le département de Lomé et du Plateau. À Diawéré, c'est l'école primaire publique qui a eu la chance, en tout cas, de bénéficier d'infrastructures, alors qu'à Dangbo, c'est plutôt le collège d'enseignement général Zonta qui a profité de l'opportunité. Tous ces apprenants doivent cela à l'organisation non gouvernementale Bewa qui est allée se mettre en alliance avec Plan International Bénin sur ce coup-là. Voici le reportage de Teddy Goudal. Des modules de salles de classe nouvellement construits sur financement de Plan International Bénin. C'est une infrastructure réalisée au profit des apprenants de l'école primaire publique d'Adiawéré 3 dans le département du Plateau. Un projet de construction piloté par l'organisation non gouvernementale Gbewa qui œuvre pour l'épanouissement des acteurs du monde scolaire au Bénin. C'est une grande joie qui nous anime. Nous apprenons du complexe Adiawéré 3 parce que l'ONG Plan Bénin a mis fin à nos calvaires quotidiens. Nous vous sommes reconnaissants de tout ce que vous faites pour la réussite de nos enfants et profitons pour réitérer notre ferme engagement à faire bon usage de ce joyau flambant neuf. Cette construction a eu lieu dans le cadre du partenariat entre l'ONG BEWA et Plan International Bénin dans le cadre du SPADS pour accompagner l'éducation des enfants et surtout des filles. Le collège d'enseignement général Zonta dans la commune de Dangbo a également bénéficié de cette infrastructure qui va certainement améliorer les conditions d'études des apprenants. C'est le lieu pour les bénéficiaires d'exprimer leur gratitude aux donateurs. C'est donc une joie insondable qui nous anime, nous les élèves, à la vue de ce beau bâtiment dans notre collège. Plan International et ses partenaires sont contents et fiers de contribuer par ce module au bon fonctionnement de ce collège et par conséquent à l'obtention des meilleurs résultats par les élèves. Ce module de 3 classes est équipé de 75 tables bancs
avec table pour les enseignants. Donc ça va permettre vraiment aux enseignants de travailler dans de bonnes conditions et j'espère que tout sera utilisé à bon escient pour que les partenaires puissent quand même venir encore vous accompagner au niveau de l'EPP à Diawere Centre. Je témoigne de reconnaissance à l'ONG Gbewa qui a suivi les travaux et à Plan Bénin pour toutes les actions menées dans le département du Plateau, qui d'ailleurs a accepté un de mes cris de cœur, qui est d'étendre l'action du Plan Bénin à d'autres communes. Le partenariat ONG Gbewa et Plan International Bénin porte donc ses fruits à travers les différentes réalisations au profit des communautés scolaires. L'ouvrage sera bien entretenu pour que plusieurs générations d'élèves puissent en bénéficier, ont confié les responsables des deux établissements. En champ de secteur, 3 nouveaux tribunaux pour continuer l'œuvre de changement de la physionomie de l'appareil judiciaire au Bénin. Komé, Dassazoumé et Malanville ont désormais chacun et officiellement un tribunal de première instance pour rapprocher la justice du justiciable. La décision de leur création a été rendue publique la semaine écoulée et le ministre de la Justice s'en est félicité. Séverin Kenom, interrogé par Idrissou Boukari, en a expliqué par ailleurs les autres contours. Suivons ici un extrait de ses propos explicatifs. Le gouvernement s'emploie à mettre en place les tribunaux tels que c'est prévu par la loi d'organisation judiciaire. Et cette loi prévoit pour l'ensemble du territoire national 25 tribunaux de première instance de deuxième classe, 3 tribunaux de première instance de première classe dans les villes à statut particulier que sont Cotonou, Porto Novo et Parakou, et 3 cours d'appel également, un peu comme régionales, c'est-à-dire une à Cotonou, une à Abomey et une 3e à Parakou. Aujourd'hui, l'état des lieux se présente comme suit. Nous avons 14 tribunaux de première instance, de première classe et de deuxième classe en service sur les 28 qui sont prévus. Il reste donc 28 à installer. Les 3 dont vous faites état, à savoir Komé, Dassazoumé et Malanville sont donc les 3 qui viennent s'ajouter au lot existant. Vous l'avez indiqué, il reste à faire sur le nombre prévu. Nous avons encore installé 11 tribunaux de première instance de deuxième classe. Nous avons là pu mettre en service 3 nouveaux tribunaux à la faveur de la formation de nouveaux auditeurs de justice qui sont les magistrats que nous avons affectés en juridiction la semaine dernière, avec également les 100 greffiers qui étaient sortis d'école au début de cette année. Donc, la mise en place et la mise en service de nouveaux tribunaux répond à la volonté politique de doter les tribunaux en effectifs suffisants pour les faire tourner parce qu'il n'est pas nécessaire ou il n'est pas de bonne loi d'installer un tribunal sans qu'il y ait les effectifs suffisants. Et également, derrière, il y a une politique de construction des infrastructures pour accueillir les autres tribunaux, de telle sorte que, mettons, d'ici à 2 ans, avec les nouveaux éditeurs qui sont en formation depuis le début de cette année, plus les 100 que nous allons recruter d'ici au mois de décembre, nous aurons suffisamment de bras pour opérationnaliser les autres tribunaux qui attendent donc d'être mis en place. Nous devons dire également que la politique que nous faisons en ce moment consiste à installer les tribunaux frontaliers parce qu'il arrive que les conflits entre nos compatriotes ou avec d'autres étrangers le long de nos frontières soient exportés pour être jugés dans d'autres pays. Nous avons également comblé un vœu du législateur que la commune de Dassa est le seul chef-lieu de département qui n'a pas de tribunal. Donc nous allons donc installer, avec les mutations actuelles, un tribunal à Dassa et puis les tribunaux frontaliers de Komé, qui va jusqu'à Ilakondi pour ce qui concerne sa compétence territoriale, et le tribunal de première instance de deuxième classe de Malanville. Je voudrais que nos compatriotes, nos jeunes compatriotes, qui aspirent à exercer le métier de magistrat ou la profession de magistrat, parce qu'un concours sera organisé très prochainement. Je leur dis que la profession de magistrat
est d'exigence, parce que la magistrature est un corps d'élite. Voilà pourquoi nous mettons la barre assez haut. Et là, c'est sans complaisance. Nous mettons la barre assez haut en ce qui concerne le recrutement de ceux qui iront servir à la justice. Le concours, c'est pour bientôt, en tout cas avant la fin du mois de novembre. Je les exhorte à retourner à leurs ouvrages, à leurs cahiers et aux fondamentaux du droit. Parce que, s'agissant d'un corps d'élite, il est hors de question que nous puissions opérer les recrutements au rabais. Voilà pour la position donc du gouvernement. Le processus de toilettage de la liste électorale permanente informatisée dans le cadre de la prochaine consultation électorale suit bien son cours. Il est à l'étape de l'affichage, maintenant où les populations sont appelées à aller consulter les listes dans les arrondissements afin de porter les éventuelles corrections. C'est la dernière phase de cette opération lancée par le Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI dans 3 villes de façon symbolique: Porto Novo, Cotonou et Ouida. C'est dans le 3e arrondissement de Porto Novo que la délégation du COSLEPI, conduite par son président, a entamé l'opération d'affichage des listes électorales. L'objectif de cette opération est d'épurer la liste avec la contribution des populations sous l'encadrement des responsables communaux et locaux. Cette liste, alors, qui constitue la dernière liste à partir de la dernière actualisation, à partir de laquelle les populations doivent pouvoir identifier s'ils sont clairement inscrits sur la liste. Voir si là où ils sont inscrits, c'est là où bien ils ont bien voulu. Donc le démarrage de cet affichage fait le démarrage effectif de l'actualisation. Dès ce soir, nous allons essayer, dans notre arrondissement, il y a 22 chefs quartiers. Nous allons essayer de les appeler tous et ensemble nous allons travailler dès ce soir pour que la population puisse sortir et venir vérifier nécessairement si leurs noms et leurs photos sont affichés sur la liste électorale. Nous allons le faire dès ce soir. Je vais les convoquer tous et ensemble nous allons décider comment faire le travail. À Cotonou, c'est le 12e arrondissement qui a abrité la cérémonie officielle de remise des listes pour affichage. Au nom de tous ces chefs quartiers, le premier responsable de cet arrondissement s'engage à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que l'opération soit une réussite dans les délais requis. En tant que CA, nous vous rassurons que cette opération va se dérouler dans de meilleures conditions pour que tous ceux qui sont décédés soient adillés de cette liste, pour que ceux qui ne s'y trouvent pas puissent être identifiés. La délégation du COSLEPI était également dans le premier arrondissement de Ouida pour le même exercice. L'engagement est ferme. Toutes les dispositions seront prises pour que les populations participent activement au toilettage de la liste. Je pense que le travail qu'ils nous ont confié ce soir, en collaboration avec nos chefs quartiers, nos chefs de village, ce qu'on a toujours fait d'ailleurs, nous allons le faire. On nous a donné 21 jours, on fera l'effort. Pas l'effort d'ailleurs, c'est une obligation. Ainsi, voudrais-je inviter tous les élus locaux à un sens de responsabilité pour accompagner nos équipes qui sont déployées sur le terrain afin d'assurer une meilleure réussite de cette opération dont l'importance n'est plus à démontrer pour la fiabilité du fichier électoral national. À toutes mes compatriotes et tous mes compatriotes, je nous invite à un sursaut patriotique en agissant dans la discipline et surtout dans le strict respect des gestes barrières de la Covid-19. C'est parti pour 21 jours à compter du jeudi 1er octobre 2020. Les listes corrigées à la base seront renvoyées au COSLEPI pour finalisation. C'est le moment pour tous les citoyens de sortir massivement pour aller porter les éventuelles corrections relatives à leur nom ou leur centre de vote. Un mot de tristesse maintenant dans ce journal, c'est de la désolation dans les champs de Kouroukou-Aloum, une localité de l'arrondissement de Dassari dans la commune de Tanguieta.
Des dizaines d'hectares de cultures prêtes pour la récolte envahies et submergées par l'eau. Le fleuve Pandjari a drainé son torrent jusqu'à des limites inattendues, soumettant les longs mois de dur labeur des paysans à l'inutilité. Des autorités y sont descendues pour partager les peines des populations. Ce sont des visages attristés et perdus que nos reporters ont filmés et interrogés. Voici la tristesse en images dans ce reportage d'Alassane Harouna. Des hectares de champs d'igname engloutis par des eaux, plusieurs périmètres rizicoles transformés en lacs, un véritable désastre que traversent les populations de Kouroukoalou dans l'arrondissement de Dassari, après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur cette localité de la commune de Matéri. Plusieurs autres spéculations, telles le soja, le sésame, le sorgho et le maïs cultivés à proximité du fleuve Pandjari, n'ont pas échappé à la furie des eaux de cet affluent de la Volta. C'est mon champ de riz, 33 hectares, l'eau déjà pris. Encore, il y a les gens qui cultivaient à côté de moi encore, beaucoup de gens. Ils sont très même dépassés même pour moi. Tout ça, l'eau déjà pris. Le riz là même, il y a déjà prêt pour récolter. Il n'est pas comme le déjà pris. Ici, les 2 semaines, moi, je vais récolter mon riz. C'est quelque chose que je vais trouver 700 sacs, 800 sacs ici chaque année. Ça a pris maïs, sorgho et le riz. En plus, c'est sésame. Ça nous a gâté trop, l'eau là. Plus d'espoir donc pour ces agriculteurs qui subissent déjà les effets pervers des pluies diluviennes qui arrosent ces derniers temps la partie septentrionale du pays. Informés de la situation, l'autorité communale et la directrice générale de l'Agence territoriale de développement agricole ATDA Takora Ouest se sont rendus sur les lieux pour non seulement procéder au recensement des sinistrés, mais aussi et surtout évaluer l'ampleur de ce désastre consécutif au débordement de ce cours d'eau. Tout est déjà dans l'eau, c'est de part et d'autre. Ici, nous sommes dans un champ de maïs. Nous avons visité les champs de sésame, on a visité Ignam, on a visité sorgho, on a vu les champs des hectares de haricots. Nous sommes venus voir la population et les réconforter et leur dire que le gouvernement du président Talon n'est pas insensible à leur douleur. On compatit, on va rendre compte du niveau de désastre à la hiérarchie et les dispositions qui s'imposent seront prises. Pour l'instant, l'on dénombre plus de 300 hectares de champs de diverses spéculations submergés par des eaux qui viennent plonger ces vaillants producteurs dans un sinistre sans précédent. Au-delà des champs qui sont affectés par ce sinistre, plusieurs ménages de peuls éleveurs installés à proximité du fleuve se retrouvent sans abri et leur bétail emporté par des eaux. Les inondations ne concernent pas également que les cultures, la production végétale. Il y a également des bêtes qui sont parties, des têtes de bovins, de caprins qui sont parties, mais fort heureusement, on n'a pas eu de perte en vie humaine, c'est déjà ça. Cette catastrophe naturelle va inéluctablement porter un coup dur sur la production vivrière locale et c'est à juste titre que les autorités politico-administratives se joignent aux sinistrés pour demander l'intervention diligente de l'État central afin de prévenir la famine qui s'annonce dans la région. Un appel à la solidarité, tant nationale qu'internationale. Nous demandons, au-delà des efforts consentis, les efforts supplémentaires pour sauver ces populations de la triste réalité qui a déjà montré rien que des signaux rouges d'une famine certaine et qui ne tardera à commencer d'ici octobre. Bon, on demande au gouvernement de nous aider puisqu'on puisse sortir cette année dans la souffrance là. Kouroukoalou, zone neutre entre le Burkina Faso et le Bénin, n'est pas la seule localité touchée par des inondations. D'autres localités de Matéri, telles Doga, Tampanga, Nyerou et Dadoga, ont vu leurs champs submergés par des eaux dues à la crue du fleuve Pandjari. Attention, hein. Ah, ça s'enfonce. Oui, ça s'enfonce, attention. Il faut faire vraiment attention. Par ici, ça emporte des cultures, ailleurs, elles détruisent des infrastructures. Les eaux sont actuellement sans pitié dans le département de la Takora. C'est Nati Tengo qui a vu un de ces ouvrages de franchissement partir à moitié. Il s'agit du pont jeté sur la rivière qui sépare les quartiers de Wenke et de Chirimina. Impossible, sinon presque, pour les motocyclistes de franchir actuellement le cours d'eau. Voici le constat effectué par Alassane Harouna. Depuis ce jeudi 1er octobre,
La traversée de la rivière Fourignegere qui sépare les quartiers Wenke et Chirimina dans le 3e arrondissement de la ville relève d'un parcours de combattants pour les populations riveraines. L'unique pont de fortune qui relie ces deux quartiers a été partiellement emporté par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur cette localité. Du coup, il est difficile pour les piétons et quasiment impossible pour les motocyclistes de traverser cette rivière. À 7 heures déjà, on a fait traverser les enfants. À midi maintenant, on est obligé de les attendre et les prendre un à un pour pouvoir les traverser encore. Au cœur d'une grande ville comme ça, comme Naïtengou, on va vivre encore de pareilles situations. Vous-même, vous avez vu ce qui se passe. Les gens difficilement sont en train de faire traverser les enfants. À midi, on va faire cette épreuve. Le soir, on va faire la même épreuve. Et jusqu'à quand, Dieu seul le sait. Cette catastrophe naturelle intervient quelques jours après la rentrée des classes 2020-2021. Pour les apprenants dont les établissements se trouvent de l'autre côté de la rive, la traversée de ce pont se fait avec tous les risques possibles. Les gens de traverser à leurs difficultés pour aller à l'école. C'est par ici on passe. Cet ouvrage de fortune a été réalisé depuis 2015 par les populations riveraines avec le concours de certaines bonnes volontés. Depuis lors, aucun plan de développement communal n'a pris en compte cette infrastructure, malgré les démarches des populations à l'endroit des différentes autorités qui se sont succédées à la tête de la mairie. Nous vivons une situation très difficile depuis des décennies. Ça fait le 4e maire qui vient d'être installé et jusque-là, le problème n'a pas trouvé de solution. Le lundi passé, j'étais avec le CA, j'ai dit mais nos ponts là, il dit bon, qu'ils sont en train, qu'il y a 2 ponts qu'ils vont prendre. Il a dit bon, nous concrètement quel pont ils vont prendre en compte dans notre quartier. Il n'y a pas du pont de la haute tension, il n'y a pas de nos ponts, on ne sait pas au juste quel pont les gens veulent prendre en compte dans notre quartier. Dans l'état actuel de cet ouvrage de franchissement, sa traversée constitue un réel danger pour les populations, désormais contraintes à parcourir 2 voire 3 km pour se rendre au centre-ville contre 500 mètres qu'elles devraient faire pour rallier Natitengu centre par le biais de ce ponceau. Vous êtes en train de constater ici que sur ce pont-là, au lieu de faire 500 mètres pour amener les enfants à l'école ou pour les parents qui vont au service, au marché, les mamans qui vont aussi au marché, on est obligé de faire maintenant 3, 4, 5 km. Contourner. Aller vers le siège là-bas. Ou vers le module, l'hôpital module, avant de retrouver la voie. Impuissantes face à cette situation, les populations implorent l'indulgence des autorités politico-administratives. Nous demandons au secours, au conseil communal, au chef d'État, de nous porter l'aide pour qu'ils puissent trouver une solution pour notre quartier, pour la construction du pont. Monsieur le maire, nous demandons pardon avec votre conseil communal, chercher des moyens pour venir nous sauver de cette situation. Informé de la situation, l'autorité communale s'est rendue sur le terrain pour évaluer l'ampleur des dégâts. Elle a ensuite rassuré les populations des mesures envisagées par son conseil pour alléger leurs souffrances. Le constat est amer. Nous voyons le danger que nous expose l'état du pont. Dans l'immédiat, ce que nous pouvons faire, nous allons solliciter, n'est-ce pas, les entreprises qui sont en train de travailler sur le terrain, notamment les Chinois et également l'entreprise du marché, le grand marché, pour nous trouver quelques voyages de pierre. On leur avait déjà lancé le SOS, mais jusque-là, ils n'ont pas réagi. Maintenant, nous allons encore relancer. Tout en espérant que les promesses du maire seront tenues dans un bref délai, ces populations vont continuer de faire avec cet ouvrage qui a déjà fait assez de victimes. Allons au secours. Le danger au quotidien, malheureusement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. On vous rappelle rapidement 2 journées célébrées aujourd'hui à l'échelle internationale, mais une seule aura été marquée par le Bénin. L'université d'Abomey-Calavi a célébré l'habitat en ouvrant les portes de l'école polytechnique au public pour la 2e journée, celle consacrée à l'enseignant. La célébration est reportée, mais nous avons pu avoir l'avis d'un enseignant, autorité administrative par ailleurs, sur le destin qui est fait justement à cet acteur de développement.
Des eaux insupportables, vous avez vu à l'instant dans leur furie, dans le département de la Dakora, un pont qui cède à moitié à Natitengu sous les eaux pluviales et de vastes étendues de culture emportées par le torrent d'un fleuve devenu plus grand que son lit à Kourkoualoum. Vous avez pu voir les images de désolation. C'est donc la fin de cette session de l'information. Merci d'avoir été là. À demain pour d'autres moments de passion. Bonsoir.